quart d'heure ensemble pour aborder une thématique bien précise qui est créer son service client. J'ai à côté de moi 2 piliers de la relation client qui vont se présenter dans quelques instants. Vous avez ici le titre de cette conférence, Créer son service client, un parcours concret, riche en émotions, vous allez le voir. Et ils l'ont appelé le 5 par 3. Ils vont vous expliquer la définition de ce 5 par 3. 5 étapes. Et à chaque étape, ils vous livreront, vous verrez, 3 clés de succès pour créer ce service client. J'ai à côté de moi Florian Vanier et Patricia Ledren. Je vous en prie, vous pouvez vous présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Florian Vanier, consultant et gérant pour la société Safe. Nous sommes une société de conseil en relations clients qui accompagne les entreprises dans la digitalisation de leurs services clients, sur la mise en place d'outils digitaux et surtout sur les différents process métiers. Bonjour, Patricia Ledren. Moi, je suis responsable du service client dans une société qui s'appelle VIF. Nous sommes éditeurs de logiciels pour l'agroalimentaire. Et donc, je suis Benjamin Cormeret, directeur du centre de relations clients Tête à Tête, et j'ai le plaisir d'animer cette conférence à vos côtés. Alors, créer son service client, manifestement, ça ne s'improvise pas. On vient de le voir, parcours concret, riche en émotions. Et on va donc s'intéresser à une première étape qui est l'état de votre relation client. La mise en place d'un service client, c'est d'abord réaliser un diagnostic, se poser certaines questions. Qui fait quoi chez moi? Où en suis-je? Quels indicateurs? Qui sont mes clients? Que veulent-ils? Et donc Florian, comment aujourd'hui faut-il s'y prendre pour analyser l'état de sa relation client? Benjamin, comme tu le dis, la première chose quand on souhaite mettre un service client en place, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est de se dire, on veut atteindre un objectif, on veut mettre en place un service client, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fonctionne chez nous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous aujourd'hui? Pour cela, dans nos métiers de la relation client, il y a énormément d'indicateurs que l'on peut mesurer. Une problématique récurrente, c'est que ces indicateurs sont souvent dans divers outils. Je pense que ça parlera à tout le monde du métier. On va travailler avec une boîte mail, avec un outil téléphonique. On va répondre aux demandes des clients sur les différents canaux des réseaux sociaux. Et la difficulté qu'on rencontre, ça va être de mesurer combien, quel est le volume, quelle est la satisfaction de nos clients. Donc l'objectif, lorsque l'on veut mettre en place ce service client, c'est de pouvoir les centraliser, de se dire quels sont les indicateurs clés, où est-ce que mes clients considèrent que je pêche, où est-ce que nous sommes bons concrètement. Et pour cela, il y a la possibilité soit de faire appel à des services externalisés pour vous permettre de sortir la tête de l'eau et de vous guider également sur la vision à prendre et quels sont les objectifs à se fixer lorsque l'on met en place notre service client. Il y a une phrase clé qui résume assez bien la vision et les indicateurs qu'on doit avoir. Alors, qu'est-ce que tu aurais comme expérience ou anecdote pour illustrer ce propos, Patricia? Alors, j'adore la phrase de Florian, qu'est-ce que disent nos clients quand nous ne sommes pas là? Effectivement, c'est ce que s'est posé la question de l'entreprise VIF dans laquelle je suis arrivée il y a 3 ans en tant que consultante et qui se demandait, qui sentait que sa relation client battait un peu de l'aile et qui avait envie de recréer une relation avec ses clients. Donc avec mes yeux neufs en arrivant, je reprends aussi ce que dit Florian, c'est vrai que dans une entreprise qui a des routines, des rituels depuis très longtemps et des clients depuis très longtemps, elle s'habitue à ces routines et ces rituels et elle n'innove plus ou elle innove très peu. Donc arriver avec des yeux neufs permet de voir des choses que les gens ne voient plus dans l'entreprise. Et donc du coup, effectivement, j'ai commencé à regarder des choses et la première chose qui m'a surpris,
c'est qu'on avait très peu d'indicateurs. Donc, du coup, on a mis en place des indicateurs, je vous en parlerai ensuite. Ce que j'ai vu aussi, c'est que chacun, chez VIF, vraiment chacun était persuadé de délivrer la meilleure relation client qu'il pouvait. Chacun y mettait tout son cœur, mais chacun y allait avec sa propre méthode et avec son propre ressenti. Et donc, il n'y avait pas de relation client généralisée sur l'ensemble de l'entreprise. Et puis, comme dans beaucoup d'entreprises, les clients nouveaux, c'était les pépites, c'était ceux à qui il fallait faire attention. Il y avait les clients râleurs aussi qui prenaient beaucoup de temps. Et puis, tous ceux qui disent rien, qui sont là depuis longtemps, on les oublie un peu. Hein. C'est pas que chez VIF que ça se passe comme ça, c'est dans beaucoup d'entreprises. Et puis aussi une dernière chose, le parcours client n'était pas correctement identifié. Donc je vais maintenant vous expliquer pourquoi c'est intéressant de mettre ces choses-là en place. La première chose, c'est les indicateurs. Combien on a de clients? Quelles sont les typologies de mes clients? Est-ce que j'ai des grands comptes? Est-ce que j'ai des clients, des forts clients avec qui me génèrent beaucoup de chiffres d'affaires, ceux qui m'en génèrent de manière moyenne? Et pourquoi j'ai besoin de savoir tout ça? Parce que quel type de service, qu'est-ce que je vais mettre en place en face de ces clients? Si je n'ai pas de typologie client, je vais faire, soit je choisis de dire, quelle que soit la typologie, je fais la même chose pour tous mes clients, soit je vais avoir des actions qui vont être différentes en fonction des typologies de mes clients. Donc ça, c'est vraiment très très important, connaître ses clients et les typer. Ensuite, si je mets en place un service client, je vais avoir besoin de monter une équipe. Quelle taille d'équipe? 10 personnes, 5 personnes, 3 personnes. Donc j'ai besoin de mettre en place des indicateurs, compter le nombre d'entrants que j'ai vis-à-vis de mes clients, le nombre d'appels, le nombre de réclamations, le nombre... voilà, tout ce que je peux compter d'interactions avec mes clients, il faut que je le compte pour savoir comment je vais structurer mon équipe. Et quand on a mis en place ça chez VIF, eh bien on a eu vraiment plusieurs effets. Le premier effet, c'est de se rendre compte que les équipes se rendent compte de la quantité de travail qu'elles faisaient. Ah ouais, on traite tout ça par jour? Ah ben on s'en rendait même pas compte. Hein. Donc voilà, je suis fière du travail que je fais. Je viens le matin, je repars le soir en se disant j'ai fait tout ça dans ma journée, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps. Ça donne de la valeur au travail. Ensuite, on a des engagements contractuels avec nos clients, donc on a mesuré si on tenait nos engagements contractuels. Et là, 2 effets qui se coulent. Non seulement on les tient, mais on les tient de manière exceptionnelle. Et là, les équipes, elles deviennent encore plus fières du travail qu'elles font. Donc, elles ont vraiment l'impression de contribuer aux résultats de VIF et de l'entreprise. Et c'était vraiment un effet qui se coule hyper intéressant. Et puis, le troisième effet, c'est que pour les commerciaux qui vont prospecter sur le terrain, pour pouvoir mettre en avant le fait qu'on a des équipes performantes qui sont là pour assister les clients quand ça ne va pas bien aller, et c'est rassurant et ça permet aux commerciaux de mettre ça en avant au niveau de l'entreprise. Et puis, je vous ai aussi parlé de parcours client. Alors, c'est quoi un parcours client? Je vois que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes. C'est quoi un parcours client? C'est l'ensemble des interactions et des étapes que l'on va avoir dans la vie du client. Donc, je vais prendre un exemple chez VIF. Il est d'abord en prospection. Puis, à un moment, il va signer un contrat. Donc là, il va devenir client. Et puis, pendant toute une étape, une assez longue étape, entre 6 mois et 2 ans, on va installer notre ERP chez ce client. Donc, c'est une étape très, très longue et très importante. Il va avoir une équipe projet avec lui. Et puis, un jour, cette équipe projet, elle va aller sur un autre projet et elle va le faire. Il va passer en ce qu'on appelle en production. Et là, il va rentrer en vie courante. Donc, il va
appeler du coup d'autres équipes qu'il ne connaît pas. Dans ce parcours client, il y a des moments clés, et ces moments clés, il faut qu'à ce moment-là, l'entreprise soit remarquable. Remarquable parce qu'il faut que le client s'en souvienne toute sa vie, en se disant « Waouh, là, ils ont été vraiment super bons ». On ne peut pas être super bon à 100% tout le temps, ça n'existe pas. Personne n'est 100% bon tout le temps. Donc il faut que l'entreprise choisisse des moments où elle est remarquable. Et ces moments, dans le parcours client, c'est les moments clés où le client nous attend. C'est pas de nous dont il s'agit, c'est vraiment du client. Donc nous, on a identifié 2 moments clés. Le premier, c'est quand il passe de cette équipe projet qu'il connaît super bien à une équipe ou un numéro de téléphone qu'il va appeler, où il ne sait même pas qui c'est qu'il va appeler, etc. Donc ça, rien n'était fait. Donc on a mis en place quelque chose qui va faire qu'à ce moment-là, quand le client va passer en production, il est complètement rassuré parce qu'il est pris en charge par une équipe, par des gens qui connaissent son métier. On va se présenter, on va mettre des visages sur les gens qui sont derrière le téléphone, et ça rassure complètement. Ce qui fait que alors le bénéfice, parce que l'entreprise doit aussi gagner là-dessus, le bénéfice qu'on a eu, c'est que la transmission entre l'équipe projet et l'équipe support, quand je suis arrivée, c'était entre 2 et 3 mois. Le support disait non, mais moi je ne prends pas les clients. L'équipe projet disait mais si, il faut que tu les prennes, etc. Et le client était perdu entre tout le monde. Depuis qu'on a mis un processus et on s'est dit à ce moment-là, on doit être remarquable, tout le monde s'est mis ensemble pour travailler sur ce moment-là, et on est tombé à 1 semaine. Donc on avait 3 mois de cafouillage et on tombe à 1 semaine où le client sait que pendant cette semaine, il va être accompagné par 2 équipes. Vous voyez un peu l'effet que ça peut faire. Voilà. Et le deuxième moment où effectivement on doit être remarquable, c'est quand le client appelle pour un bloquant. Il a son entreprise qui est une industrie qui fabrique des produits alimentaires, qui doit les expédier de manière très rapide. Quand on fabrique du steak haché, vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir sa ligne de production qui est bloquée. Donc quand j'ai 200 personnes qui sont bloquées dans mon usine et que j'appelle un service support, il faut qu'à ce moment-là, ça soit remarquable. Donc on a axé toutes nos forces au niveau du service support sur comment traiter un bloquant au mieux, de manière à ce que le client soit hyper sûr que son bloquant va être traité dans les meilleurs délais. Et ça, c'est aussi un travail du quotidien, un travail de formation au niveau des équipes pour que ce moment soit remarquable. Voilà. Merci Patricia. Donc à ce stade-là, nous sommes à la première étape, et donc c'est mesurer l'état de sa relation client, regarder un petit peu ce qui se passe in situ. Et donc pour résumer, vous nous livrez donc 3 clés à cette étape pour que tout se passe bien. C'est donc de définir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, analyser son parcours client. Suis-je remarquable à chaque point de contact ? Une question essentielle pour cette première étape. Et enfin, prendre de la hauteur avec un œil extérieur. L'œil extérieur, c'est, dans ton cas, Patricia, tu venais d'arriver, je crois, en poste dans l'entreprise. Ça peut être aussi faire appel à une entreprise comme la tienne, Florian, qui apporte un œil nouveau dans une situation qui peut être, par exemple, bloquante. Donc, cette première étape, 3 clés qui vont vous permettre tout simplement d'avancer vers la deuxième, la seconde. Et à ce stade-là, vous êtes capable de chercher un but à ce projet. En revanche, avant de parler du but, j'oublie un élément essentiel, c'est qu'on a parlé de parcours émotionnel. À ce stade, c'est l'étonnement. Ce diagnostic vous apporte beaucoup d'étonnement puisque vous vous rendiez pas forcément compte
de votre niveau de relation client. Parfois, il vous permet tout simplement de vous dire que vous n'étiez pas du tout à un niveau de maturité important. Et parfois, tout simplement, que la relation client, vous aviez déjà des bases qui méritaient tout simplement d'être consolidées. Le but du projet, maintenant que vous connaissez l'état de votre relation client, vous allez certainement lancer une démarche d'amélioration de vos services ou produits, voire de création d'un service client. À quoi ça sert? À quoi ça ressemble? Combien ça coûte? Quel est l'objectif? Pour quelles raisons? Bref, autant de questions qui vont permettre de définir un but. Patricia, comment on s'y prend? Oui, alors effectivement, Benjamin, il va falloir se fixer des objectifs. Deux types d'objectifs, des objectifs en interne pour les équipes et des objectifs pour les clients. En interne, c'est par quoi je commence. Ensuite, pour les équipes, quel sera l'intérêt de créer ce service client? Et puis finalement, quand est-ce qu'on pourra dire on a réussi ce projet? Ensuite, pour les clients, aujourd'hui, quand on vend on ne vend pas qu'un produit, on vend un produit et des services associés. Et c'est ces services qui vont vous faire devenir remarquable. Donc comment, en mettant en place ce service relation client, je vais générer de l'émotion chez mes clients pour les fidéliser et les faire devenir ambassadeurs de la marque ou de l'entreprise. Quel exemple, Florian, pour illustrer cette deuxième étape? Comme disait Patricia, l'idée c'est de valider aussi bien en interne qu'en externe le but de ce projet. Quand on souhaite mettre en place un service client, la première chose à savoir, on a vu les indicateurs tout à l'heure, mais c'est aussi de pouvoir contacter nos clients finaux pour se dire qu'est-ce que vous attendez de notre part. Nous, en tant que société de conseil, on a l'habitude d'intervenir auprès de clients qui, comme de nombreuses entreprises, souhaitent avoir cette vision 360 clients, d'ouvrir de nombreux canaux de contact. Ils se rendent sur les sites de leurs concurrents ou tout simplement en tant que consommateurs se rendent compte qu'ils peuvent contacter une marque par le téléphone, par le mail, le formulaire, le chat, les réseaux sociaux. Et souvent, lorsque on les accompagne, la première chose qu'on nous dit, c'est nous, on veut proposer tous les canaux à nos clients. Donc, ils se disent, on va prendre un outil, on va mettre ça en place, on va derrière avoir une équipe, 2 équipes, 3 équipes qui vont s'occuper de ces personnes. Mais fondamentalement, nous, on est là pour leur dire, mais qu'attendent vos clients ? Concrètement, est-ce que vos clients aujourd'hui souhaitent vous contacter par téléphone? Est-ce que vos clients souhaitent vous contacter par chat? Donc, on pousse nos clients à interroger leurs propres clients pour savoir quel est le canal de contact qu'ils privilégient. Petite anecdote, on a accompagné une entreprise dans le e-commerce qui était exactement dans ce cas de figure. Vraiment un projet service client réfléchi en interne, mais sans la vision client final. À partir du moment où ils ont interrogé leurs clients finaux, qui faisaient partie de, on va appeler la génération Z, donc les plus jeunes aujourd'hui, qui leur ont remonté que finalement le téléphone, aujourd'hui, même si tout le monde est accroché à son téléphone en permanence, on ne l'utilise plus pour appeler. Le besoin, c'était vraiment de pouvoir être disponible grâce aux réseaux sociaux, grâce à du WhatsApp. Et très rapidement, l'entreprise a décidé de réorienter sa stratégie et son but du projet pour répondre aux besoins de ses clients finaux. Et du coup, ils sont partis sur du WhatsApp. Ce qui est très marrant, c'est que finalement, même en interne, leurs conseillers à qui on était en train de leur imposer de travailler au téléphone leur ont dit que le téléphone ne leur plaisait pas, qu'ils ne maîtrisaient pas les compétences, qu'ils n'étaient pas à l'aise sur ce canal de communication. Et du coup, ils se sont retrouvés avec des clients satisfaits sur WhatsApp et des conseillers relations clients satisfaits également. À ce sujet, je vous conseille de lire un petit livre qui s'appelle « L'entreprise du bonheur » de Tony H. C'est un livre passionnant sur justement un but de projet de service client. Allez-y, il est disponible sur Amazon. Tu as dit petit livre. Normalement, petit livre. Merci Florian. Donc, deuxième étape, définir le but du projet et donc 3 clés pour y parvenir. D'abord, lister des objectifs, coller à l'image et aux valeurs de l'entreprise et puis prendre en considération les attentes des clients. Tu l'as bien expliqué avec ton exemple.
Finalement, ça va permettre d'éviter de se disperser et de partir dans tous les sens. À ce stade, nous sommes optimistes, c'est à peu près ça. On sait où on va, on sait où on va et pourquoi. Avoir le sens du projet permettra une meilleure adhésion des participants. Parce que des participants, il va falloir en embarquer dans ce projet. Et en parlant de participants, qui sont-ils ? C'est à cette troisième étape qu'il va falloir décider. Décider d'un sponsor, décider d'un budget, d'un chef de projet, identifier les points bloquants. Et là, Patricia, c'est toi qui vas nous éclairer là-dessus. Oui, alors, que je reprenne mon micro. En fait, une fois qu'on a défini ces objectifs, moi j'aime bien parler d'embarquer pour un voyage. La création d'un service client, ouais, on va partir pour un long voyage. Et donc du coup, dans ce voyage, on a deux acteurs majeurs. Parce que ce projet, en fait, va générer des changements dans votre entreprise, forcément. Ça va bouger les lignes. Et puis, comme l'a dit Benjamin, eh bien, ça va nécessiter quelques moyens. Donc, du coup, pour ce voyage, on a besoin d'un capitaine sponsor fort qui va faire en sorte que les changements qu'on impulse s'impulsent dans toute l'entreprise et qui va faire en sorte que notre budget soit accordé pour qu'on puisse mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Ensuite, il va falloir un chef de projet. Et ce chef de projet, il va falloir qu'il soit convaincant, humain, empathique, organisé et communicant. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas un mouton à 5 pattes. Il existe. Il y en a plein, le salon de la relation client ici, plein de gens qui sont venus avec toutes ces compétences, et on trouve des personnes, oui. Parce qu'il va falloir susciter l'adhésion des équipes. Et pour finir, eh bien, effectivement, il faut des équipes typées relation client et des contributeurs au projet. Moi, j'aimerais revenir sur la notion de sponsor. Florian, est-ce que tu as un exemple à nous donner ? Oui, j'en ai un excellent d'ailleurs, parce que le sponsor, c'est effectivement ce qui va faire que votre projet fonctionne. Moi, j'ai vécu une expérience personnelle dans un ancien travail où justement on souhaitait mettre en place ce service client. On avait suivi les 2 premières étapes, on avait mesuré nos indicateurs, on était prêt à lancer, mais forcément il faut aussi avoir un budget, comme tu le disais Patricia, et pour avoir un budget en général il faut aller convaincre la direction. Donc j'ai été présenter un projet service client à la direction de mon ancien employeur, et simplement je n'étais pas préparé. Et je n'avais pas de sponsor. Croyez-moi, je m'en souviens très bien de cette présentation, où les arguments n'étaient pas présents, personne n'était là pour appuyer justement cette vision service client qui m'animait et qui animait certaines personnes de mon équipe. Et ce fut un échec, concrètement. Donc forcément, quand on a un échec, on a 2 choix. C'est soit on dit, on abandonne, et tant pis par rapport au projet qu'on souhaite mettre en place, soit on rebondit et on se prépare. J'ai choisi la deuxième option et j'ai choisi d'intégrer dans mon projet un peu plus d'indicateurs, un peu plus de valeur ajoutée. On a souvent cette guerre commerce, service client, qui sont des arguments aussi à défendre vis-à-vis de la direction. Et j'ai surtout impliqué le directeur du commerce international de cette entreprise, qui est devenu le sponsor de notre projet. Grâce à lui et à la préparation de la présentation, le projet de service client est devenu un projet d'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment réussi à intégrer l'ensemble de la direction, l'ensemble des équipes dans la mise en place de notre service client. Donc concrètement, soyez préparés pour lancer votre service client et surtout n'ayez pas peur de présenter votre projet. À partir du moment où vous suivez les différentes étapes et que vous avez un sponsor en interne, eh bien ficelez votre projet. Allez-y, c'est le début d'une longue aventure.
J'imagine que ce sponsor, tu ne l'as pas choisi par hasard. Tu savais qu'il avait une influence peut-être Tout à fait, exactement. C'était l'un des membres du COMEX qui forcément avait une influence. Et j'ai aussi su le convaincre sur les bénéfices que pouvait apporter justement la mise en place d'un service client en lui présentant justement ces indicateurs qu'on avait travaillé ensemble et aussi en amont pour lui montrer la valeur ajoutée d'un service client pour nos consommateurs. Et donc, tu es un mouton à 5 pattes. J'essaye. Je te connais en dehors, oui, c'est un mouton à 5 pattes. Donc pour résumer, décider, on a parlé d'un budget, définir un budget d'investissement, c'est important. Ça va permettre quand même de délimiter le cadre et de savoir où on va. Engager des acteurs motivés et disponibles, on va parler de sponsors, et s'armer pour traiter les points de blocage. À ce stade, on est normalement en confiance, bien accompagné, prêt à embarquer du monde dans l'aventure pour se mettre en mode projet. Et ce mode projet, il faut se constituer une équipe, établir un process, un planning. C'est un peu la politique des petits pas. Hein, Patricia ? Oui, c'est ça. Donc voilà, on a le sens, les objectifs, le budget, le sponsor, le chef de projet, du temps, des moyens. Donc maintenant, il va falloir prendre du plaisir pour réussir ce projet. Et c'est vraiment super important d'être dans cette dynamique de créer du plaisir. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à embarquer les équipes en se faisant vraiment plaisir. Pour se faire plaisir et pour réussir, il faut planifier les actions dans le temps, comme dans tout projet. Et ça permet de ne pas se perdre. Hein. Vous vous rappelez le voyage, je planifie les étapes de mon voyage. Prioriser, en commençant par des quick wins, en fait, des petites choses très simples à mettre en place, qui rassurent tout le monde et qui se dit « ouais, c'est bon, ils sont bien partis, ils avancent, on a de la visibilité ». Et puis piloter pour pouvoir gagner la confiance du sponsor. Il a tout misé sur vous, donc il faut le rassurer. Et puis piloter les équipes aussi, ça permet de vérifier qu'on respecte les engagements qu'on a pris, aussi bien en temps qu'en moyens, et ça rassure. Donc pour résumer, tu parles de planifier, prioriser des actions, piloter le budget, se faire accompagner. Justement, Florian, toi qui accompagnes régulièrement des entreprises dans la mise en place de leur service client, comment tu travailles en mode projet ? C'est vaste comme sujet. C'est très vaste, mais il y a une phrase que tu as dit, montrer des quick wins. L'idée, c'est vraiment, lorsque vous êtes en mode projet, c'est de faire avancer les choses. Nous, on rencontre plusieurs cas de figure. On accompagne certaines entreprises sur leur audit, relations clients, et qui sont vraiment dans ce mode projet, mais qui oublient la notion de quick win, qui se disent, voilà, notre projet, on va le construire sur 6 mois, 12 mois, et du coup, ça nécessite un gros syndrome de réunionnite aiguë qui fait prendre énormément de temps et souvent peu de décisions. Et surtout, on est souvent récupéré par les évolutions, par l'actualité, ce qui fait que sur certains projets, nos clients veulent vraiment prendre ces 6 à 12 mois avant d'avancer. La problématique dans ce cas de figure, c'est qu'arrivé aux 12 mois, lorsqu'on a fait le bilan de ce projet, la décision que l'on va prendre n'est plus du tout en phase avec les origines du projet. Nous, ce qu'on conseille et ce qu'on applique chez nos clients, c'est vraiment cette politique des petits pas, faire ce qu'on appelle des proof of concept. On commence à lancer l'activité. Des POC. Des POC, exactement. On commence à lancer l'activité sur des services réduits. Dans un exemple concret, on a accompagné un éditeur de logiciels qui lançait un nouveau logiciel. Donc on a profité justement de ce nouveau lancement pour mettre en place très rapidement un service client dédié pour ce nouveau logiciel qui comprenait 3 conseillers pour leur permettre de tester auprès des nouveaux clients, que ce soit des nouveaux canaux, des nouveaux modes d'échange, de monter en compétence auprès des collaborateurs. L'avantage de pouvoir tester, c'est sur un faible volume de collaborateurs, c'est que ça nous permet aussi de faire marche arrière, parce que
forcément, on apprend aussi de nos erreurs, mais surtout, ça nous a permis d'avoir ce retour client et de ensuite déployer cela à l'ensemble de leurs conseillers sur l'ensemble de leurs outils. Donc, ce qui est important dans la gestion de projet, c'est d'avancer étape par étape, mais de faire du concret, de ne pas rester que dans du projet et vraiment de mettre en place et de pouvoir rendre des comptes, de pouvoir montrer des indicateurs, comme on le parlait tout à l'heure, par rapport à l'évolution du projet qu'on est en train de réaliser. Donc des petites victoires qui permettent d'embarquer tout le monde dans le projet. Alors, et je voudrais rajouter une chose, c'est que vous l'avez vu sur ce salon, la relation client, c'est énormément de métiers différents. Et les avoir tous dans l'entreprise, c'est juste impossible. Et donc, pour réussir son projet, eh bien, il ne faut pas hésiter à être curieux et à aller voir les entreprises de la relation client et des métiers de la relation client pour ce qu'elles peuvent nous apporter, parce qu'on n'a pas toutes les compétences chez soi. Et donc, ça permet de donner de l'oxygène à ces équipes, de les rassurer parce qu'on les accompagne avec des métiers professionnels. Et puis, on ne stagne pas par manque de ressources, puisque quand on a besoin d'une compétence, on va la chercher à l'extérieur. Voilà, on ne peut pas être expert de tout. Vous êtes le pilote avec des sponsors du projet. En revanche, un projet qui fonctionne, c'est aussi savoir se faire bien accompagner. C'est clair. Et donc, travailler en mode projet, c'est donc planifier des actions, prioriser. On parlait de quick win, ces petites victoires qui permettent d'amener du plaisir. Parce que si on regarde le projet au départ, il peut faire peur et on peut vite se décourager, alors que essayer de l'alimenter par des petites victoires et étape par étape, ça permet d'avancer. Et enfin, communiquer efficacement. Souvent, les problèmes de communication, c'est un vrai frein à ce mode projet. Et donc, ça veut dire prendre le temps de communiquer efficacement, ne pas se précipiter. Le fait de border le projet, finalement, va nous permettre de travailler dans le plaisir, d'y prendre du plaisir. Et ça me fait penser à une citation. Alors, je ne l'ai pas dans un coin de ma tête, elle est écrite, mais j'ai quand même été la chercher. Il s'agit de Confucius qui dit « Le plaisir ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir ». C'est une citation qui est assez connue, mais viser le sommet, c'est un résultat. Si on y parvient dans la souffrance, dans la douleur, le résultat, on ne le savoure pas forcément, voire on n'a pas profité du paysage pendant l'ascension. Et donc cette étape du mode projet, voilà comment on pourrait la résumer. Quatrième étape, donc pour les résumer, nous avions l'état de la relation client, le diagnostic, ensuite définir un but, décider concrètement, et puis travailler en mode projet. La dernière étape va être de considérer vos collaborateurs et donner un sens à votre projet. On parle de plaisir, mais comment le partager à l'ensemble des collaborateurs? Pour cette dernière étape, j'ai comme le sentiment que ce projet est devenu un projet d'entreprise. C'est exactement ce que tu dis. Si je reprends ton expression de gravir la colline, l'idée, c'est pas de le faire tout seul. C'est exactement de le faire avec ses équipes. Et quand je dis ses équipes, c'est les équipes de l'entreprise. Un service client, c'est un état d'esprit. C'est une volonté globale de l'ensemble de l'entreprise de répondre aux attentes de ses clients. Pour réussir justement ce projet, il faut embarquer ses collaborateurs. L'idée, c'est pas d'imposer ses choix et d'avoir sa vision, c'est vraiment de la partager et de communiquer, comme tu le disais tout à l'heure, Benjamin. C'est de profiter des compétences de chacun des collaborateurs de l'entreprise pour faire grandir ce projet. C'est de créer des tables rondes pour connaître aussi le ressenti de chacun, la vision que vos collègues peuvent avoir au sein de l'entreprise pour pouvoir grandir ensemble. Concrètement, si dans votre projet service client, vous avez coché les 4 premières cases qu'on vient de citer, si cette 5e case ne fait pas partie de la liste, votre projet ne fonctionnera pas. Le projet, il a besoin d'entreprise, d'avoir des gens impliqués, et ça permet aussi de découvrir des compétences
méconnues chez vos collaborateurs. Vous allez avoir des personnes qui vont aussi apporter des choses qu'ils soient nouveaux dans l'entreprise, avec un regard externe, en venant d'une entreprise tierce, mais aussi des personnes qui sont là depuis longtemps et qui vont apporter un peu de sagesse de temps en temps, mais aussi une expertise métier. Un peu de folie aussi. Un peu de folie aussi, effectivement. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'englober et d'embarquer vos collaborateurs dans votre projet, et ça depuis le jour 1. Autant on parlait du sponsor, qui est indéniable dans un projet, mais les équipes de l'entreprise doivent être un atout, et sont de toute façon un atout pour la mise en place de votre service client. Donc avancer seul, on aura du mal à y parvenir, il faut vraiment les embarquer, capitaliser sur l'expérience client, l'expérience des collaborateurs, pardon. Ce mot expérience client fait partie de notre quotidien, mais l'expérience des collaborateurs est très importante, et je crois que tu as su justement capitaliser sur l'expérience de tes collaborateurs. Savoir, c'est eux qui pourront le dire. En tout cas, moi, quand je suis arrivée chez VIF, je suis arrivée dans un service qui n'allait pas bien, avec des personnes qui étaient tristes. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est d'abord de les écouter, parce que, en fait, c'est eux qui savent ce qui se passe bien ou ce qui se passe pas bien, puisqu'ils le vivent tous les jours, au quotidien. Donc, les écouter et les écouter. À chaque fois qu'un collaborateur me dit Patricia, ça c'est long, ça j'y arrive pas, ça, c'est il y a une alerte. Qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, une fois qu'on a toute cette liste de choses à faire, et quand on crée un service, mon Dieu, tout ce qu'il y a à faire, il va falloir prioriser. On ne va pas pouvoir tout faire en même temps, hein. On l'a dit et je le redis, il va falloir prioriser. C'est eux qui doivent prioriser. C'est eux qui disent, ça c'est Patricia, c'est le top du top, là il faut d'abord résoudre ce truc-là. Ça serait vraiment super parce que là on va gagner là. Donc c'est les faire choisir sur ce quoi ils veulent qu'on avance. Excusez-moi, voilà. Et puis ensuite, leur dire qu'on avance. C'est-à-dire que, voilà, on a fait la liste. Donc, ouais, moi, j'avais fait une liste. Donc, on avait, je ne sais plus, 120 idées, je crois. Et au bout de 6 mois, on en est où de ces 120 idées? On en a fait la moitié. Vous vous rendez compte? Vous avez réussi à avancer et vous avez fait la moitié. C'était juste énorme. Il faut vraiment que les gens visualisent l'avancée de la montagne, comme tu disais, Benjamin. Et puis une chose hyper importante, c'est savoir dire bravo. Moi, je sais que, je me rappellerai toujours, c'était un moment assez fort chez VIF. J'étais en face d'une collaboratrice qui me disait « Ouais, moi, Patricia, j'aimerais bien réussir à traiter des appels parce que j'y arrive pas. » Je dis, écoute, ok, très bien, on va essayer de mettre en place un plan de formation. Puis elle était en face de moi. Et puis, à un moment, je l'entends dire, bon, très bien, donc du coup, ça fonctionne, hein? Oui, ça fonctionne. Bon, très bien, alors au revoir. Et elle raccroche. Et là, je la regarde, je dis, mais dis-moi, tu viens pas de traiter un appel, là? Elle me dit, oh, c'était un petit truc. Et j'ai dit, mais est-ce que le client est content? Oui, donc c'est pas un petit truc. Et bravo pour ce que tu viens de faire. Et c'est ça, traiter un appel. Eh bien, cette personne, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, écoute, Patricia, jamais on m'a dit bravo. Et là, quand il se passe ça dans un service, c'est la récompense de tout un travail d'accompagnement. Et ça fait vraiment du bien, ça fait du bien à tout le monde. Et ce bien-là, ce bien-être-là, il se répercute au niveau de l'équipe. Et c'est hyper important. Donc, voilà. Un bien-être qui se répercute aussi au niveau des clients, évidemment. Donc finalement, la considération, c'est la clé de succès de cette étape. Pour considérer ses clients, c'est écouter les collaborateurs, c'est écouter leur vision, partager leurs idées et puis valoriser leur travail et investissement avec des choses toutes simples. On l'a vu, juste un retour ou un feedback sur un appel
C'est des choses qui peuvent avoir un effet très très positif sur l'engagement du collaborateur. Il n'y a pas besoin d'inventer tout un process de récompense. La considération, c'est à la portée de main de tout le monde. Il faut juste prendre le temps de le faire et de valoriser les individus, les collaborateurs qui travaillent quotidiennement avec vous. Donc à cette étape, on a parlé de plaisir tout à l'heure. Maintenant, c'est bien contagieux. Je crois que les équipes sont embarquées. On peut parler de joie pour finir ce parcours riche en émotions. Donc pour conclure, on va rebalayer les émotions qui dessinent ce parcours riche qui est de créer son service client. Donc d'abord la surprise, l'étonnement avec la première étape qui est l'état de sa relation client. Ensuite, l'optimisme, on définit un but. La confiance avec le fait de décider, d'avancer, d'acter. Le plaisir, une étape très très importante. Avant de travailler en mode projet, vous avez vu, il y a quand même 3 étapes qui peuvent prendre du temps. Et la création de votre service client va complètement dépendre de votre contexte. On n'apporte pas une clé, on apporte plutôt un schéma des étapes qu'il faut respecter. Maintenant, parmi vous, si vous êtes déjà dans une réflexion de créer votre service client, vous êtes déjà peut-être à l'étape 3 ou d'autres à l'étape 4, mais ne le faites pas trop vite. Il faut vraiment se poser pour ne pas louper une seule étape. Et la dernière, c'est la joie. Si vous arrivez à ce niveau-là, c'est que on n'est plus en mode projet, on est dans la réalisation, on embarque tout le monde. Voilà, à ce niveau-là. Florian, est-ce que tu as un exemple qui pourrait un petit peu étoffer ce que je viens de dire ? Alors, c'est pas un exemple, c'est plutôt une phrase qui va résumer ce que tu viens de dire, Benjamin. C'est effectivement mettre en place un service client, c'est un ensemble d'émotions. C'est sûr que vous allez passer par des hauts, par des bas, mais c'est aussi ça qui fait la richesse de ce type de projet. C'est les étapes que vous allez rencontrer, les personnes avec qui vous allez partager justement ce projet. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du métier de la relation client, c'est que vous passez par toutes ces émotions, et ça, c'est un vrai plaisir. Et de ton côté, Patricia, si tu devais souligner un point important parmi tout ce qu'on vient de se dire ? Eh bien, moi, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que la relation client, c'est un métier. C'est pas quelque chose qu'on fait en plus de son travail. C'est un métier qui mérite dans chaque entreprise qu'on y consacre du temps, qu'on lui attribue les bonnes compétences et qu'en toute humilité, on sache aller chercher les compétences que l'on n'a pas chez des professionnels qui l'ont. Parce qu'on peut se dire, ouais, non mais t'inquiète, moi je sais, la relation client, je sais. Ouais, ben je sais pas tout. Et même, ça fait un sacré nombre d'années, je ne vais pas dire le nombre d'années, que je travaille dans la relation client. Non, je ne sais pas tout, loin de là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai souhaité créer ce salon de la relation client, pour que tous les métiers de la relation client soient représentés à un seul endroit et que les entreprises qui viennent le visiter puissent découvrir l'ensemble des richesses des métiers qui sont sur ce salon et que vous représentez, messieurs. Ça ne s'improvise pas et effectivement, si vous allez faire un tour, vous verrez, vous pouvez repartir avec plein de bons contacts pour justement alimenter les différentes étapes de la création d'un service client. Voilà pour cette conférence. Je vous remercie à tous les deux de m'avoir accompagné et merci à vous pour votre patience et votre écoute. Nous sommes là pour des questions si vous en avez. Non ? Pas de questions. Pas de questions. Timekeeper, on est bon, je crois ? Vous êtes très bon. Ok, parfait. Merci à vous.